tout cas noter ensemble des mécanismes judiciaires et non judiciaires permettant d'apporter réponse à un abus, surtout des masses, de droits de l'homme et droits internationaux et humanitaires dans une société qui sort des conflits ou dans une société qui sort d'un conflit armé ou d'une dictature sanguinaire. Et ici, nous insistons, l'approche des mécanismes non judiciaires, la plupart de ce qui a été dit ici, vous comprenez quelles approches qui cherchent à apporter solution. Plusieurs y travaillent parmi nous, mais ils ont du mal à faire une corrélation entre ce qu'ils font et la réponse à la justice transitionnelle. Savoir qu'ils répondent à ça. Et quand on parle de la justice transitionnelle au travers des mécanismes non judiciaires, cela puise sa philosophie dans celle de la palabre africaine, au sein de laquelle la justice est moins punitive et donc réparatrice, restauratrice de l'harmonie dans une société naturellement post-conflit. Les objectifs, nous allons en dégager 4 pour la justice transitionnelle. Tout d'abord, promouvoir la réconciliation et bâtir une paix durable. Et c'est ça, de par toutes les théories qui existent, le plus grand objectif de la justice transitionnelle. C'est de promouvoir la réconciliation et bâtir une paix durable. La deuxième chose, ou le deuxième objectif, c'est de pouvoir rétablir la confiance entre les individus et les communautés qui sortent des conflits de masse. Comment je veux dire, des conflits avec abus de masse. Troisièmement, c'est de parvenir à établir les responsabilités sur les crimes de masse commis. Et enfin, c'est la réparation, ou autrement dit, réparer les préjudices causés en faveur des victimes. Et si on a du temps, on saura qui est victime par rapport à cette approche ici. Le pilier de la justice transitionnelle, traditionnellement, il y en a 4. Moi, j'ai toujours augmenté aussi un autre, un 5e. Traditionnellement, lorsque vous lisez toute la littérature, vous trouverez qu'il y en a 4. Tout d'abord, la vérité. Le droit inaliénable à la vérité signifie le droit pour chaque peuple ou personne de connaître la vérité sur les événements passés. Ça, c'est une thérapie. Ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça veut dire? Une vérité sur cette question-là, c'est très important, parce que c'est relatif à ce qu'on a dit. Et c'est aussi le droit de connaître la vérité sur les causes et les circonstances des conflits violents. Et lorsque le représentant, je pense, de PNUD parlait ici avec nous, il a insisté sur le fait que le programme devra fournir un effort pour apporter réponse aux causes profondes des conflits qui ont déchiré notre pays. Le deuxième pilier, c'est la justice. Le droit à la justice qui s'analyse comme l'obligation qu'ont les États. Sur le plan de la justice transitionnelle, l'obligation incombe d'abord aux États de mener dans le délai raisonnable des enquêtes et poursuites judiciaires approfondies, indépendantes et impartiales sur les violations du droit de l'homme et du droit international humanitaire ou droit de conflits armés, si on peut s'exprimer ici. La justice est également essentielle pour la prévention et la clé de voûte pour la réalisation d'une paix durable. Troisièmement, troisième pilier, il y a la réparation. Et là, c'est très important. Les réparations font référence à une série de mesures réparatrices mises en place pour réparer les violations de droits de l'homme ou l'ensemble de ces abus-là commis, en offrant un éventail de prestations et symboliques, prestations matérielles et symboliques aux victimes, leurs familles ou à la communauté. Quelqu'un peut se poser la question sur les genres des types de réparations. Souvent, c'est aussi ça. Dans les réparations, on peut retrouver la restitution. C'est-à-dire remettre la victime dans sa situation d'avant la violation. Mais il y a des victimes qui ne peuvent plus rentrer dans la situation d'avant la violation. Je prends un exemple, quand remise en liberté, reprise du travail, retour à domicile, restitution de sa propriété. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur propriété pendant ces temps de conflit. Et
moi-même je suis victime, on m'a rappelé une maison à Bukavu et jusqu'à maintenant c'est habité par les gens de l'ANR. Et la justice ne pouvait rien faire. Ils ont multiplié des dossiers en justice et nous pensons que l'État est arrivé. S'il n'y a pas cette répétition-là, ça développe le cycle-là dans les violences. Et nous devons y travailler comme communauté. Comme communauté, que ce soit local, national ou provincial. La réhabilitation à travers des soins médicaux ou psychologiques, des soins sociaux et légaux. Et là, on a parlé ici, quand on était en train de présenter le programme, on parlait des activités qui entrent dans ce sens-là. Et ça, la gymnastique que nous sommes en train de faire, pendant que nous faisons cela, vous êtes en train de comprendre où nous sommes en train d'aller et répondre à notre préoccupation de base, où nous sommes en train d'établir une corrélation entre les activités du programme qui répondent à l'approche de la justice transitionnelle. Il y a l'indemnisation qui peut être financière ou matérielle, mais également la satisfaction morale. La satisfaction morale peut consister tout simplement en des excuses publiques aux victimes, et ça c'est une thérapie aussi. Voici, j'ai fait ceci, mais pardonnez-moi. C'est quelque chose de très important. Demande de pardon, infrastructure commune, etc. Le quatrième pilier classique, c'est la garantie de non-répétition. Il s'agit de prendre des mesures de prévention des résurgences des violences qui incluent notamment les réformes institutionnelles, de démocratisation, de construction de l'état de droit, des cultures de droit de l'homme, des cultures de la paix. Tout ce qu'on a donné ici comme arsenal en ce qui concerne la promotion de la culture de la paix entre dans cette approche-là. L'objectif enfin, c'est de voir comment on peut arriver à ce que ces conflits ne soient plus répétitifs. Et c'est ça l'objectif. Les garanties de non-répétition ont un rôle crucial à jouer pour prévenir les futures violations, le respect de l'homme et la construction d'une paix durable. Je vais noter qu'il y a, classiquement, ce sont là les quatre. À cela, nous augmentons toujours la dimension du pardon, ou les piliers du pardon. Parce que s'il n'y a pas de prédisposition de cœur à cela, il y a toujours des problèmes de répétition. Tout cela peut se faire, mais ça conduit toujours à des répétitions. Et ici, nous avons dit que c'est en réponse au crime de masse. C'est-à-dire que la justice transitionnelle ne vient pas remplacer la justice classique. Mais comme il y a un crime de masse, il y a vraiment autant de gens qui ont été touchés, on regarde une justice de transition, comme ça s'appelle, et qui peut répondre et adoucir, et pourquoi pas mettre fin à ces cycles de conflits. Dans les réformes institutionnelles, on peut se poser la question, et nous notons qu'elles peuvent figurer les réformes de loi, les réformes des systèmes judiciaires et sécuritaires, la promotion de la culture de la paix, et là nous nous retrouvons encore dans le programme des droits de l'homme, de tolérance, mais aussi des respects des différences. Nous ne sommes pas les mêmes, mais nous sommes ensemble. Et nous sommes contraints d'être ensemble. Mais aussi, on peut noter que dans la prévention de mémoire, parce que nous avons dit ça, il y a quelques initiatives qui sont importantes. Très souvent, parce que nous sommes devant les acteurs de la société civile, très souvent ce sont des choses que nous ne réclamons pas, que nous ne demandons pas. Il est très étonnant que jusqu'à présent, il n'y a aucun avenue de Goma qui porte par exemple soit le nom d'une victime ou le nom d'une localité où il y a beaucoup de... Souvent nous demandons ce qu'on ne peut pas avoir. Je pense qu'on doit être méthodique ou méthodologique pour pouvoir réussir cette démarche dans notre pays. Et donc il faut organiser une journée ou des journées nationales du souvenir en mémoire des victimes. Cela n'existe pas encore chez nous. C'est ça, ça existe. Non, au niveau national, on doit parvenir à avoir ça comme journée nationale ou comme des journées nationales. Il y a des choses que nous pouvons avoir facilement si nous les demandons et ça nous aide à pouvoir aller là où nous voulons aller. Deuxièmement, c'est de dédier des mouvements
des monuments commémoratifs aux victimes. Il y en a certains monuments dans certains coins. Mais ce n'est pas seulement à l'intérieur que ça s'est passé. C'est comme les monuments de ma ville. Est-ce qu'on peut les dénommer par exemple les monuments de Makobola? Et quand les gens se posent la question, mais pourquoi ces monuments de Makobola? On dit même qu'il y a une ceci. C'est ça les souvenirs. Et on note que les souvenirs, naturellement, ce n'est pas pour amener les gens à renouer les passés. D'ailleurs, on va y aller. À renouer un passé qui a été triste, mais c'est pour amener une réparation. Oh. Renommer les rues, les bâtiments et les espaces publics. Ça, on peut faire même au niveau de la société civile, dans ce qui concerne par exemple les places publiques, ou certains monuments. Ça demande bien évidemment l'apport du pouvoir public, mais c'est un peu ça. Organiser des célébrations qui offrent l'expiation et favorisent la réconciliation, marquer, honorer les fausses communes, réaliser des films documentaires, faire des expositions, des photos et des vidéos. Ça ce sont des travaux de mémoire. Je ne vais pas entrer sur les quelques exemples du pays parce que je vois les modérateurs déjà commencent à me regarder d'un regard. Deuxièmement, c'est que paix et réconciliation dans une société post-conflit comme un des objectifs principaux de la justice transitionnelle, mais aussi un pilier du programme ici dont nous venons de voir. C'est le deuxième pilier comme on l'a présenté. Mais il est important pour comprendre la conciliation, qui est même la paix, de noter 5 ou 6 choses, 8. Ça va dépendre. La première chose à noter par rapport à ça, c'est que la réconciliation consiste à passer d'un passé de haine lié au passé triste, lié à un conflit violent, vers un avenir solidaire et coercitif. Donc, cohésif quoi. Les processus de la réconciliation nous appellent notamment à jeter un regard sur le passé triste, non plus pour le devenir triste, mais pour bien réfléchir sur l'avenir à construire. Et ça, c'est un défi pour toutes les sociétés qui sont passées dans le chemin où nous nous sommes passés. Il y en a certains, comme l'Afrique ici, ils pouvaient donner ça comme exemple, qui ont pu s'en sortir. Il y a d'autres qui ont eu du mal à s'en sortir. Ça va dépendre du pilier sur lequel ils se sont appuyés. À travers notamment des modes alternatifs de règlement des conflits, les MAD par exemple, les gens se parlent de ce qui les oppose, les déchirent, débattent, regrettent leur barbarie et décident de marcher ensemble pour un lendemain meilleur. Moi j'ai aimé la phrase du président français à l'époque, Hollande, il a dit « L'histoire n'est pas une nostalgie, l'histoire est une leçon pour l'avenir ». Et moi j'ai retenu ça par rapport aux circonstances qui nous arrivent. Le deuxième point par rapport à la réconciliation, c'est que la réconciliation concerne à la fois la victime et les criminels. La réconciliation doit avoir comme cicatrice, comme résultat principal, la cicatrisation et la restauration de la victime, mais aussi l'intégration sociale ou communautaire du criminel repentant. Là, je parle du criminel repentant. Le criminel repentant, c'est le criminel qui a reconnu ses torts, le criminel qui a réparé ses torts, qui a regretté ses torts, et le criminel au besoin qui a réparé ses torts dans la mesure du possible. Et celui-là, il a droit aussi à la réintégration sociale. Parce qu'en ce moment-là, il devient aussi victime. Et il a droit à ça. Et c'est là aussi l'importance du programme de tous ces ex-combattants-là. Le programme, c'est pour eux, notamment. Et on doit comprendre que l'approche, c'est de les amener. Sinon, s'ils ne comprennent pas ça, ça va créer des problèmes de réchute. Comment? Réchute ou récidive. Troisièmement, c'est que la réconciliation permet de noter la perte de l'autre. Le bourreau comme la victime, chacun a peur de l'autre. Et c'est ça ce qui rend que les conflits soient cycliques. Dommage que nous ne parlons pas ici de la transformation des conflits, mais parmi les choses qui rendent ça, c'est ça. Elle envoie à décrisper le climat, elle développe l'empathie, elle suppose le rétablissement d'un climat de confiance dans la société. Quatrièmement, c'est que la réconciliation est un processus. Dans le contexte de la RDC, elle pourra se faire à 3 ou 4 niveaux à notre avis. Au niveau individuel ou communautaire, et c'est déjà le travail qui commence à ce niveau, mais également au niveau national, mais aussi au niveau régional, car les États de la région n'ont pas les mêmes propres dans les conflits qui nous ont déchirés.
Nous devons regarder l'avenir, nous devons voir le passé ensemble avec courage et affronter l'avenir ensemble, un avenir partagé, mais tout en sachant les responsabilités. Et on va arriver à ce niveau-là. Et nous soulignons que même aussi au niveau international, s'il faut faire allusion aux commanditaires des conflits qui nous ont endeuillés, on doit parvenir à y arriver et ça relève de la vérité. Cinquièmement, c'est que dans la réconciliation, il faut séparer la victime individu. Et ça, c'est très important ici. Il faudra séparer la victime individu de la communauté ou du groupe et distinguer les degrés de responsabilité ou de culpabilité de chacun. Et là, c'est important. Souvent, on entend chez nous dire, par exemple, on entend dire les Ougandais ou les Rwandais ont tué nos frères. Et la question qu'il faut savoir faire, est-ce que ce sont tous les Rwandais ou tous les Ougandais qui ont tué nos frères? Et il faut savoir rétablir les responsabilités. Et ça, c'est à la fois le travail qui s'est fait, mais aussi c'est aussi le travail notamment de la justice. Sixièmement, c'est que la réconciliation ne signifie pas innocenter les criminels. Il faut bien au contraire amener les auteurs des crimes à reconnaître leurs crimes, à les regretter et à réparer dans la mesure du possible. On aurait vu que le programme ici, avec les échanges avec le groupe armé, qu'on arrive à ça. Parce que ça, c'est qui peut garantir qu'il n'y ait plus de répétitions parce qu'on a pris conscience. Là où on parle des criminels repentants, aussi, comme nous l'avons dit, qu'il y a droit au rétablissement. Septièmement, c'est que la réconciliation vise la guérison des blessures émotionnelles profondes en reconnaissant la culpabilité et la responsabilité, en traitant les abus du passé et conjointement la construction de nouvelles relations positives entre les anciens adversaires sur base de la vérité du pardon et de la réparation. Et enfin, en ce qui concerne la réconciliation, c'est que la réconciliation véritable relève de la volonté de dire la vérité. Dire la vérité, c'est la capacité aussi à supporter, à entendre la vérité. Et là, il faut tout un ensemble d'attitudes qu'il faut avoir. Et c'est naturellement ça aussi la transformation pacifique des conflits. Et enfin, je vais sauter l'approche de la paix comme le modérateur l'a dit, la compréhension, ça me sépare. Je vais conclure juste en dégageant des activités du programme ici, tel que ça nous a été donné ici. J'ai ramassé quelques activités qui entrent qui répondent à la justice transitionnelle. Donc, j'ai noté les activités qui sont liées à la promotion de la paix et la réconciliation entre communautés et individus qui hier étaient en conflit. Et je réalise qu'il y a plusieurs mécanismes auxquels on va recourir, dont le mécanisme, le mode alternatif de gestion de règlement des conflits, les marques. Et promouvoir le dialogue dans les activités qui sont liées à promouvoir le dialogue et le règlement pacifique des conflits, les activités qui sont liées à promouvoir la culture de vivre ensemble et dans la paix, j'ai entendu ça aussi ici. Cette promotion-là de vivre ensemble et dans la paix, c'est tout ça. Mais cela exige vraiment beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, mais également, il faut, je ne sais pas comment je vais le dire, mais c'est ça. Il y a les activités qui sont liées à la démobilisation et à la réinsertion communautaire des ex-combattants. Ce sont des activités qui s'inscrivent notamment dans le pilier des garanties de non-retour et les activités liées à la consolidation de la paix et la résolution pacifique.